Bienvenue à Mémoire du passé. Saint-Faustin-Lac-Carré, dont faisait autrefois partie Lac-Supérieur, est né de l'arrivée du train. Mais avant cela, lorsqu'ils ont voulu se rendre à partir de Sainte-Agathe jusqu'ici, les colons francophones ont eu à faire face à un obstacle de taille, soit la moraine de Saint-Narcisse. Mais qu'est-ce qu'une moraine? Et comment a réagi le curé Labelle face à ce grand défi? Découvrez-le aujourd'hui en compagnie de l'historien Michel Allard, qui nous raconte quelques pans de l'histoire de ces deux municipalités. Michel, à l'époque, il y a un front pionnier francophone qui suit la rivière du Nord. Ils sont partis de Saint-Géron, mais là, rendus à Sainte-Agathe, ils sont bloqués, il n'y a plus de route, ils ne peuvent plus avancer. Vous avez raison. Bon, écoutez, en histoire, il y a des événements que, sur le coup, ne nous paraissent pas importants, mais qui, après coup, c'est le rôle de l'historien, ça paraît très important. Bon, vous me dites qu'ils sont bloqués. Ils sont bloqués pourquoi? Parce que, d'un côté, la rivière du Nord a rejoint sa source, et sa source, c'est le lac Brûlé et le lac Manitou. Bon. Fait que donc, ils sont obligés de rentrer dans le bois. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans le bois? Il y a bien des arbres. Oui, il y a bien des arbres, mais regardez en arrière de vous, là, regardez en arrière de nous, qu'est-ce qu'on trouve? C'est la moraine de Saint-Narcisse. La moraine de Saint-Narcisse. Vous avez parfaitement raison. Bon, une moraine, il faut vous expliquer un petit peu c'est quoi. C'est qu'à un moment donné, ici, il faut s'imaginer, c'était tout couvert de glace. C'est de la glaciation qu'on appelle. Il y a 12 000 ans, ça. C'est pas hier. Et quand les glaciers se sont retirés, ils ont laissé des blocs, des débris. Donc, des débris qui sont imbriqués ensemble. Et la moraine Saint-Narcisse, à part du Saguenay jusqu'au Grand Lac. Et là, il faut passer à travers ça. Il y a des vallons, il y a des hautes vallées, il y a des pics. En particulier, il y en a deux. Un qui s'appelle la Repousse et l'autre qui s'appelle l'Épouvante. L'Épouvante. Alors là, les colons commencent. Puis là, ils ont hache. Imaginez-vous, là, dans ce temps-là, là, on est en 1865-1866. La hache, la pelle, la scie, puis les bras. Alors, on commence. Et puis, ils trouvent ça tellement dur qu'ils vont baptiser le chemin sur le nom, c'est le chemin de la Repousse. C'est le chemin de la Repousse. Et là, ça avance tranquillement, ça avance tranquillement. Mais, à un moment donné, ils sont pas mal fatigués. Ils veulent tout abandonner. Oui, mais là, c'est là que le roi du Nord entre en scène, là. Oui, bon. Le curé, ici, à Sainte-Agathe, c'est le curé Leblanc. Le curé, puis bon, le curé Labelle vient d'être nommé à Saint-Jérôme. Et le curé Leblanc, il va le voir, puis il dit, écoute, on est bloqué. Faut que le curé Labelle, c'est pas un petit buton qui va nous arrêter. Bon. Fait que là, le curé Labelle, après ça, il s'est rendu compte que, oui, c'est vrai que c'était plus qu'un petit buton. Et c'est là, si vous voulez, qu'à ce moment-là, que le curé Labelle va devenir, en quelque sorte, le symbole de la colonisation. Celui qui veut foncer à tout prix. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, par la vallée de la Rouge, ils sont rendus, ce qui est Brébeuf aujourd'hui, ce sont les anglophones protestants. Et ici, ce sont les francophones catholiques, comme vous avez dit au début. Donc, il veut arriver une course contre la montre. Qui va arriver le premier dans la vallée de la rivière Rouge? Alors, le curé Labelle, il a beau encourager le monde. Les gens sont fatigués, mais là, le curé Labelle, il avait plusieurs taux dans son sac. Il est allé chercher une subvention. Et puis là, il a pu engager plus de monde, payer des meilleurs gages. Et tranquillement, ils ont réussi à atteindre le sommet. Ils ont atteint le sommet autour des années 1870, fin 69, début 70. Et là, bien, il avait gagné. Mais, attendez, le chemin, c'est pas l'autoroute des Laurentides, là, aujourd'hui.
c'était un chemin tout plein de trous. C'est un chemin qui était très, très étroit. À un moment donné, il devait passer à travers certains marécages, etc. Or, ce chemin-là va être utilisé pour se rendre où est Saint-Faustin aujourd'hui, mais qu'on appelait à ce moment-là la Repousse. Alors, voilà. Une dernière chose, peut-être pour finir. Quelques années après, il y a un nommé de Montigny qui est venu ici, puis qui a dit, là, la Repousse, là, ça, c'est l'épreuve que tous les colons doivent supporter, excusez. Puis une fois qu'ils l'ont faite, là, ça veut dire que c'est des hommes importants, c'est des hommes qui ont gagné leur pari. Alors voilà, c'est l'histoire de la Repousse. On est devant l'église de Saint-Faustin qui a été érigée en 1908 et elle est considérée comme l'une des mieux conservées et des plus belles aussi grâce à la décoration intérieure qui a été faite par le peintre-décorateur F.X. Renault. Vous avez amplement raison, mais elle n'a pas toujours été aussi belle parce qu'au début, il n'y en avait pas d'église. Alors, la première église, c'est que le curé Leblanc de Sainte-Agathe est arrivé avec des colons, puis il cherchait une place où mettre l'église, où ériger l'église. Et là, il a entendu un ruisseau. Une source. Il s'est allé chercher la source, puis il a dit, tiens, c'est ici qu'on va construire l'église. Alors, la source était juste un peu plus loin, on l'a bouché il y a quelques années. Bon. Or, quelques années plus tard, il y a un nouveau curé. Là, c'est le curé Ouimet. Puis lui, là, la Repousse, non, c'est un nom païen, ça. Alors, il a changé ça pour Saint-Faustin. Alors, voilà, ça a pris le nom de Saint-Faustin. Et quelques années plus tard, par contre, Michel, corrigez-moi, ils ont changé la chapelle de l'autre côté de la rue. Là, il y a une chicane épouvantable. Bon, tellement d'un côté ou de l'autre, tellement qu'on raconte qu'on transportait des matériaux, mettons, du côté ici, puis pendant la nuit, les gens venaient puis les transportaient de l'autre côté. Bon, en tout cas, finalement, ça s'est réglé. C'est l'évêque qui a réglé ça. Et puis quand on a commencé, et ici, on a commencé autour des années 1880-90, et finalement, l'église qu'on a là, c'était un agrandissement de l'église qui était au début, qui a été reconstruite. Mais si on revient plus tôt encore dans l'histoire, on recule en 1870 à peu près. Là, il y avait bien des familles montréalaises qui s'étaient établies ici, mais le curé Labelle n'était pas content, il n'en avait pas assez à son goût. Non. Le curé Labelle, en 73, ça n'a pas de sens. On a ouvert le chemin, la Repousse, puis il n'y a personne qui vient. Bien, il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'il a fait un superfuge. Premièrement, attention, il y a quelque chose qu'il ne faut pas contrôler. Il y a une crise économique en 1873. Alors, il y a des gens, donc, qui voulaient ils ont décidé de venir s'installer, mais il a fait pire que ça. Lui, il a fait passer la rumeur qu'il y avait des gens de Saint-Jérôme, de Sainte-Adèle, de Sainte-Agathe, qui voulaient s'en venir ici, dans la vallée de la Rouge, parce que c'est là qu'étaient les terres les plus fertiles. Ça a réussi. Donc, il y a eu un peu plus de colons qui sont arrivés, mais ils sont tous rendus compte que ici, la terre, c'est pas une terre très, très fertile. Mais c'est devenu donc la municipalité du canton de Wolfe à ce moment-là. Oui. En 1881, on a fait une municipalité, puis il y avait assez de monde, la municipalité du canton de Wolfe. Et oui, la vie était difficile pour les colons, donc on est arrivé avec des incitatifs pour qu'ils restent ici après ça. Vous avez raison. D'abord, le premier incitatif, c'est qu'on a trouvé un autre chemin que la Repousse, qui passe, c'est l'arpenteur bureau qui l'a trouvé, elle passe un peu où est le 117 maintenant. Deuxièmement, la loi des 12 enfants. Quand vous aviez, c'est bon pour vous, ça. Ça, c'est extraordinaire. Quand vous allez avoir 12 enfants vivants, vous avez le droit à une terre gratuite ou à 50 $. Ce qui était énorme. Énorme. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y a à peu près une dizaine de personnes de Saint-Faustin qui ont eu le 50 $, donc ils sont restés sur place. Bon, et troisièmement, là, le gouvernement a décidé de payer des semences, parce qu'il y a des années que les récoltes n'étaient pas bonnes, fait qu'on payait des semences. Alors voilà, bien, tout ça faisait que c'était, si vous voulez, une colonie, ou si vous voulez, une paroisse qui était plus ou moins... difficile à coloniser, mais ils ont réussi avec tous ces incitatifs-là à garder suffisamment. Oui, ils ont réussi. Ils ont créé même une commission scolaire, et puis etc. Mais c'était instable et les gens, ils auraient bien aimé ça qu'il arrive quelque chose.
des mesures qui ont été mises de l'avant à l'époque pour la rétention des colons dans la région, ça a été l'aide à la construction du chemin de fer. Oui, vous avez bien raison, mais il y a quelque chose d'assez comique. En 1883, le conseil municipal du canton de Wolfe, à ce moment-là, ça comprenait ce qui est fait en Saint-Faustin aujourd'hui. Ils ont voté de donner à la compagnie de chemin de fer 5 000 pour qu'ils accélèrent la construction. Une immense somme à l'époque. À l'époque, 5 000 oui, c'était pas mal important. Mais finalement, ça a réussi. En 1892, le train est arrivé ici. Le train arrivant ici, bien, on avait la gare et ça s'est développé assez rapidement. Pourquoi? Bien, d'abord, quand il y a une gare, il y a toujours un bureau de poste. Ensuite, il y a un magasin général. À part de ça, il y a des moulins, parce que tout autour, il y avait des moulins, des scieries aussi pour couper le bois. Et puis, en particulier, bien, il y en avait une coupe, la Boulée et puis David. Bon, donc, ils pouvaient amener le bois facilement ici et le transporter à Montréal, le bois d'œuvre, surtout le bois de construction. Alors, tout ça, ça s'est fait. Mais à un moment donné, ah oui, c'est arrivé bien plus loin. À un moment donné, ici, il n'y avait pas juste la gare. Il y a des gens qui sont installés autour, surtout qu'il y a un beau petit lac, le lac Carré. Et puis là, bien, ça s'est installé. Puis dans les années 20, ils ont demandé de se séparer de Saint-Faustin. Bon, ils sont séparés. Et puis, ils ont pris un autre nom. Et puis, finalement, quelques années plus tard, ça s'est appelé la municipalité du lac Carré. Alors, voyez-vous, tout ça, ça a amené une prospérité avec le bois. Ensuite, bien, les touristes aussi qui ont commencé à venir en quantité ici. Et puis, donc, le bois, les touristes, un noyau villageois. Mais quand le train a été enlevé, bien là, si vous voulez, le village, c'est rendu un petit village. Et maintenant, ça fait partie de Saint-Faustin-Lac-Carré. Mais vous avez oublié de nous dire, Michel, parce que c'est intéressant, à cette époque-là, le train partait de Montréal à Saint-Faustin. C'était pas comme aujourd'hui, c'était un peu plus long, on va se le dire. Ça prenait environ 4 heures. Et puis 4 heures, en même temps, à partir de Saint-Jérôme jusqu'ici, il y avait 10 stations où il arrêtait. Ça veut dire à peu près tous les 7, 6, 9 ou 7 kilomètres, le train arrêtait. Imaginez-vous, il fallait s'apporter notre lunch et puis c'était long. C'est peut-être, je sais pas si c'est, peut-être que ça va plus vite en bicycle maintenant qu'on a des bicycles électriques. Le train du Nord. Ah, voilà. On est sur la magnifique presqu'île Pointe-des-Pères, Michel, au bord du lac supérieur, dans la municipalité qui porte le même nom. Et derrière nous, le mont Éléphant. Ça en est passé des choses ici, Michel. Hein? Ah oui. Bon, il faut dire une chose. Ici, là, c'est la plus grande municipalité de la MRC des Laurentides. Et c'est la deuxième plus grande municipalité rurale au Québec. Pourquoi c'est tellement grand? Parce qu'il y a une partie qui fait partie du Mont-Tremblant, du parc du Mont-Tremblant. Bon. Pour résumer, les premiers colons sont arrivés ici vers 1880. La vie n'était pas facile. Mais où ça a commencé à tout changer, c'est 1892, quand le train est arrivé. Et là, toute la région ici autour, c'est devenu une région touristique. Précisément, autour des années 1900, il y a un nommé Grenon, à qui ça appartenait toute la presqu'île, qui a construit un hôtel qui avait une vingtaine de chambres, un hôtel qui ensuite avait le bureau de poste et le magasin général. Et depuis ce temps-là, l'endroit où nous sommes, c'est toujours été un endroit de vacances. Or, c'est caractéristique de ce lieu. Bien, avec raison, Michel. Avec ce lieu, imaginez-vous la beauté. Absolument. Bon. Alors, c'est toujours été un lieu de vacances. Bon. Or, Grenon prend ça. Grenon, d'abord, il était reconnu pour avoir une très bonne table, de très bonne nourriture. Et puis, Grenon, en même temps, en plus d'avoir une très belle nourriture, ben il offrait différents spectacles d'artistes qui venaient le soir, etc. Et il y avait, semble-t-il, on dit, la plus belle salle de danse des Laurentides. Mais ça, c'est pas moi qui le dis. Hein.
Or, Grenon est resté ici un certain nombre d'années, je crois autour des années 30. Et dans les années 30, il l'a vendu. Il l'a vendu à un nommé Riopel. Riopel, si vous voulez, c'est un adepte, si vous voulez, du plein air, de la nature et surtout de l'éducation physique. Alors, qu'est-ce qu'il offrait, Riopel? D'abord, comme je vous dis, lui, il a construit des séries de petits chalets. Et dans le bâtiment principal, ben là, c'était la salle à manger, etc., mais beaucoup de petits chalets. Et puis quand il y avait trop de monde, il plantait des tentes. Bon, alors qu'est-ce qu'on offrait? Lui, il s'était axé surtout la chasse, la pêche, le canotage, le tennis, le golf, l'équitation et, devinez quoi? L'aviation. L'aviation. Bon. Fait qu'il y avait une panoplie, si vous voulez, d'activités physiques pour les gens. Et ben, le soir, lui aussi, a continué la mode d'avoir différents spectacles. Ils ont même eu, à un moment donné, des grands banquets, etc. Bon. Or, le camp Riopel, et finalement, il y avait aussi des athlètes, en particulier les lutteurs. Les lutteurs venaient s'entraîner ici et même donnaient certaines représentations, si on peut appeler ça comme ça, pour les lutteurs. Or, les lutteurs venaient ici s'entraîner. Il y avait des gens de différents sports qui venaient s'entraîner. Fait que donc, il y avait une partie, si vous voulez, plus des gens qui venaient récréatifs, puis d'autres qui venaient pour s'entraîner. Bon. Or, ça a continué comme ça pendant plusieurs années. À la fin, au début des années 40, là, on sortait de la récession. C'était la guerre. Fait qu'à la guerre, des gens, il y allaient moins en vacances. Et il y allait moins en vacances dans les Laurentides en particulier. Là, finalement, ça s'est changé de main 2 ou 3 fois. Et finalement, celui qui l'a acheté, c'était un monsieur Ducharme. Et ça a été vendu. Et maintenant, ben c'est redevenu un peu comme au temps. Vous savez, autour des petits chalets. Et puis, un lieu tranquille. Il y a des condos, il y a des chalets à louer, etc. Alors voilà, c'était un petit peu. Puis aujourd'hui, encore une fois, c'est un emplacement qui est beau et qui a toujours gardé sa vocation de lieu de repos, lieu de vacances, lieu d'agrément. Alors voilà, si vous voulez, en quelques mots, l'histoire du lac, du terrain, de la pointe, mais du lac supérieur en même temps. Et aussi, il faut ajouter que, à un moment donné, ici à la municipalité du lac supérieur, il y avait plusieurs hôtels, il y avait plusieurs auberges, il y avait on louait des chalets, puis il y avait des maisons de repos. Bon, fait que dans le fond, c'était probablement une des vocations importantes que la municipalité a jouées à l'intérieur des Laurentides. Michel, les témoignages ne manquent pas pour nous raconter à quel point, avant la colonisation dans le Nord, dans les Laurentides, les rivières, les lacs, c'était plein de poissons. Tu n'avais qu'à lancer ta ligne à l'eau et tu étais certain d'avoir une prise. Là, avec l'arrivée du train, les touristes, tout ça, de plus en plus, les lacs, les rivières se sont vidés tranquillement. Et c'est pour ça qu'éventuellement, on a mis sur pied, pour pallier à la surpêche, des piscicultures, comme ici, à Saint-Faustin. Ici, c'est un des bassins, d'ailleurs, où on mettait les poissons. Et c'était pour pallier, donc, à la surpêche. Oui, vous avez raison. C'est parce qu'on racontait, par exemple, Grignon raconte que dans le lac des Sables, il a juste à lancer sa ligne sans apport, puis bon. Donc, on est en train de vider. Et c'est là, comme au début du siècle, on a commencé, pas juste dans les Laurentides, c'est un peu partout à travers le Québec, on a commencé à ouvrir des piscicultures pour faire l'élevage des poissons. Bon, les premiers, c'est ouvert en Gaspésie. Et puis, ici, dans les Laurentides, on a eu un à Tremblant, puis l'autre au lac Manitou, à Saint-Agathe. Mais ceux autres, ils ont commencé à être désuets. Fait que dans les années 32, quelque part par là, on a découvert qu'il y avait un ruisseau ici, le ruisseau qui faisait partie du hameau
Morrison. Et c'était un ruisseau où l'eau était très froide. Or, on a eu l'idée extraordinaire, parce qu'il faut vous dire aussi, c'était dans le temps de la crise. Alors, les gens avaient besoin de travailler. La crise de 1929, La crise de 1929. Or, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de faire une pisciculture. Fait qu'il fallait faire une digue sur le ruisseau. Il fallait ensuite amener des endroits qu'on puisse transporter l'eau. Il fallait des bassins, il fallait des canaux, puis tout ça. Et ça s'est fait à l'appel. À l'appel, au pic par appel, puis avec une brouette. Or, les gens de Saint-Faustin disent que s'il n'y avait pas eu cela, bien, ça n'a pas tôt comment il aurait passé la crise. Oui, parce que ça va faire énormément d'emplois, dans le fond, pour les gens. Bien, il n'y avait pas de machinerie, fait que ça a pris pas. Or, on a construit, si vous voulez, cette pisciculture. Le bâtiment que vous allez en arrière, c'est un des bâtiments les plus vieux. Et puis un des seuls, d'ailleurs, qui reste. Et puis là, bien, tranquillement, on a agrandi. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? Comment est-ce qu'on allait chercher le poisson? D'abord, je dois vous dire deux choses. Une chose. Les principaux poissons qu'on élevait ici, c'était la truite grise, la truite arc-en-ciel et la ouananiche. Bon, or, qu'est-ce qu'on faisait? On allait dans des lacs, on pesait des mâles, des femelles. Et puis là, on mélangeait la semence du mâle avec des œufs de la femelle. Et dans un édifice à l'intérieur, qu'on appelait ça un incubateur, bien, on gardait, puis là, ça se mélangeait. On avait un alevin. Alors, quand il était assez gros, on l'emmenait dehors. On l'emmenait dans un premier bassin, puis après ça, bien, un bassin plus grand. Et quand on voyait qu'il avait atteint une certaine longueur, bien, on allait ensemencer des lacs. On les ensemençait soit à chaloupe, en vidant, ou soit par avion. Or, si vous voulez, la chose première de cette... La mission première, oui. De cette pisciculture a été remplie à 100 Oui, mais Michel, attendez, là, vous m'excuserez l'expression, mais c'est clairement de la fécondation in vitro avant le mot, avant le temps. Oui, c'est exactement ça. Il l'avait inventé. Mais oui, et éventuellement, donc, on l'a ouvert au public, hein, cet endroit-là? Oui. C'est un endroit qui était très populaire. Bon, oui, ici, il n'y avait pas juste il n'y avait pas juste les bassins. Il avait fait un petit zoo, il y avait aussi un aquarium, puis il y avait aussi différentes promenades. Fait que les gens venaient ici. Les gens venaient ici en pique-nique. Les gens venaient ici pour passer une belle journée, puis en même temps éducatif. Éducatif parce qu'il y avait des gens des genres de guides qui expliquaient tout ça. Et on voyait comment ça fonctionnait. Même tellement que, on dit dans les années 1950, 1960, il y avait environ 150 000 visiteurs par année. Mais par année, dans ce temps-là, c'était l'été, hein? Parce qu'en hiver, il n'y avait pas grand-chose à voir ici. Alors, les gens pique-niquaient autour, etc. Mais, avec les années, les équipements ont vieilli, l'incubateur a passé 2 fois au feu, on l'a reconstruit. Et puis, bien, à un moment donné, bien, écoutez, là, on a décidé d'abord de le fermer au public. Puis il faut dire aussi qu'il n'y avait pas... Oui, excusez, il y avait d'autres choses aussi. L'Université de Montréal avait un laboratoire de recherche ici qui pousse pour les poissons. Mais à un moment donné, on a décidé de la fermer. Fermer au public, après ça, fermer complètement. Mais par contre, je pense que ça a été, pour les Laurentides, à un moment donné, une attraction touristique assez importante et aussi qui a été importante au niveau économique, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait du monde qui continuait à travailler ici. Alors voilà ce qu'il y en est. Bon, de cet endroit où on éprouve toujours un peu de nostalgie lorsqu'on revient sur des lieux qu'on a connus plus jeunes. Derrière nous, Michel, l'une des plus hautes montagnes des Laurentides, et j'ai trouvé ça intéressant, le chercheur Pierre Dumas avait répertorié 6 sites de ski dans la région de Saint-Faustin, Lac-Carré, Lac-Supérieur. Et de ce nombre, il n'en reste qu'un seul, le Mont-Blanc, qui est finalement ces 2 centres ensemble. Hein? Oui, c'est exactement, vous avez raison. Ici, ça a commencé, d'abord, ça n'avait pas de nom. On appelait ça le Mont du Village. Et puis, il y a un ami du Faux qui a monté un tremplin en ski, sauté.
Et puis les jeunes venaient ici. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de monde pente, rien. Mais c'était pas très populaire, les sauts en ski. Puis tranquillement, bien, ils ont continué à travailler ici autour. Fait qu'ils ont installé une arbalète. Ils ont installé d'abord un accord, une arbalète. Puis à un moment donné, les paumas. Hein, vous avez connu ça, des paumas qu'on se mettait entre les deux jambes, là, avec un ressort. Mais ils avaient fait trop serré. Fait que quand le pauma partait, les jambes montaient de 3 pieds. Fait qu'ils ont trouvé d'arranger ça. Bon, ça, c'est un détail. Mais ce côté ici, c'est un nommé, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un nommé du Four. Donc, on appelait ça la côte du Four. Tandis que sur l'autre versant, on appelait ça le Faustin, le mont Faustin. Mais ça a duré comme ça pendant plusieurs années. Et puis, le mont était quand même intéressant. Et à un moment donné, dans les années 1978, autour de là, c'était un monsieur Robinson, comme vous voulez, qui a acheté. Et là, lui a uni les deux monts ensemble. Non seulement il a uni les deux monts, mais il a aussi fait un troisième versant, le versant nord, qui est sur l'autre côté de la montagne. Or, depuis ce temps-là, ça existe. Et Mont-Blanc, pourquoi au point de départ? Parce qu'on voulait rappeler le Mont-Blanc en Europe, en France. Et là, actuellement, il y a une question qui se pose. Et les gens vont avoir à voter bientôt aux élections. Est-ce qu'on change le nom pour Mont-Blanc? Est-ce qu'on change le nom de Saint-Faustin-Lac-Carré pour Mont-Blanc? Bon, s'il change, ce sera peut-être la X-ième fois que depuis, on pensait qu'au début, c'était le canton de Wolfe, et puis là, on sera rendu au Mont-Blanc. Bon, alors voilà.